Bonjour, bonjour, chers collègues. Alors, voilà, Claudine, j'allais vous faire une présentation sur la génération Z, la sexualité et le genre. C'est un guide pour les parents déboussolés, comme moi. En ce moment, je suis en train de regarder une série espagnole. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Machos Alpha. C'est vraiment très drôle. Pour vous résumer un peu le propos, c'est l'histoire de 4 hommes espagnols qui ont la quarantaine. Ils sont machistes, mais plutôt sympa quand même, un peu attachant. Et ils se prennent le féminisme en pleine gueule. Et c'est assez drôle de les voir essayer de trouver leur marque dans un monde où les femmes s'affirment. Euh, je trouve que c'est pas trop mal vu, assez rigolo. Par exemple, un des personnages, est cadre créatif d'une grande chaîne de télévision et il se fait remplacer par une femme à son poste. Il se fait virer en fait. Et il se plaint de s'être pris le plafond de verre sur la tête. Bref, bon, c'est que des petits trucs comme ça. Je vous la conseille vivement. Moi, je vois ça depuis ma tour d'ivoire, de femmes modernes, féministes, ouvertes d'esprit. Et bon, je trouve ça assez jouissif de les voir larguer dans ce nouveau monde. Regardez-la. Mais bon, il y a un mais. C'est là que c'est compliqué en fait. Ça se corse. Parce que moi aussi, j'ai l'impression parfois d'être larguée. L'autre jour, je rentrais d'un voyage au Royaume-Uni avec le dernier roman de Robert Galbraith, donc de J.K. Rowling. J'avais sous le bras. Alors, c'est un roman qui s'appelle The Ink Black Heart en anglais, et je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français. Quand mon ado m'a vu avec le livre, elle s'est mise à pousser des cris d'orfraie. Mais comment t'as pu acheter ce torchon, maman? C'est une horreur! Rowling est une terpe, c'est la pire des terpes, etc. Elle a poursuivi en m'expliquant que le méchant a été présenté comme un monstre et que c'est un trans ou une trans, je ne sais pas. Enfin bon, je l'ai pas lu parce que c'est un polar et maintenant je sais qui est le coupable, donc ça sert plus à rien. Mais bon, ça c'est la maternité. Hein. On doit toujours faire des sacrifices. J'aurais dû le voir venir. Hein. Il y a quelques mois, j'avais essayé de faire lire La Servante écarlate à la même ado. Elle a fait l'amour et elle m'a expliqué qu'elle n'aimait pas le personnage de Margaret Atwood. Et pourquoi donc? Atwood aurait écrit une tribune où elle évoquerait la disparition des femmes. C'est peut-être un peu exagéré, bon, à la limite. Mais de là à la boycotter, c'est une des plus grandes autrices féministes du XXe siècle, après tout, que c'est un peu limite. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la génération de ma fille a tout simplement cancellé Margaret Atwood et J.K. Rowling. En fait, elles ont été l'objet de ce qu'on appelle la cancel culture dans la France de Macron. Elles ont été rayées de la carte, elles ont été effacées pour quelques remarques malheureuses. Elles ont été annulées tout simplement. Mais quelle efficacité! Et bon, moi, je trouve ça un peu rageant. Ça fait des années que je demande à tous mes amis de ne pas aller voir les films d'un grand réalisateur américain qui est réfugié en France, parce que en France, on va pas l'ennuyer pour une petite affaire de pédophilie. Oui, des années que j'insiste pour qu'on boycotte ce réalisateur, césarisé. C'est un réalisateur dont le nom commence par la lettre P et se termine par Polanski. Et ça fait des années qu'on me dit qu'il faut que j'apprenne à séparer l'homme de l'artiste. Alors, il y a vraiment de quoi être un peu dépité quand je vois qui est arrivé à Atwood, J.K. Rowling et d'autres grandes féministes. Mais bon, pour revenir à mon propos initial, après tous ces échanges avec ma fille, j'ai compris que je courais en fait le risque de devenir un dinosaure, tout aussi dépassé que les 4 malheureux machos de ma série espagnole. J'ai compris qu'en fait, n'importe qui pouvait être le vieux con des autres. Et c'est pour cela que j'ai donc décidé de me pencher sur la question de la génération Z et le genre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la génération Z? Eh bien, la génération Z, c'est la génération née après 1995. Les jeunes qui sont actuellement sur les bancs des lycées, des facs, ou qui sont en train de faire des stages en entreprise,
ou en train de un peu tout casser pour lutter contre la réforme des retraites. Mais bon, la génération Z, c'est l'avenir, en d'autres termes. Ils ont été précédés par la génération Y ou les millennials, comme on dit dans la France de Macron, qui sont nés entre 1980 et 1994, donc les jeunes dynamiques qui montent, en d'autres termes. Puis, il y a la génération X, née entre 1965 et 1979, d'âge mûr, bien installé dans sa carrière, qui est actuellement, dans la France de Macron, en train de flipper pour sa retraite, car son heure approche à grands pas, mais par un étrange effet d'optique, elle semble s'éloigner de plus en plus de notre portée. Puis, bon, je dis notre portée parce que moi, je suis né à la fin de la génération X, donc j'ai les caractéristiques des deux. Pour résumer, j'ai la force de travail de la génération X et l'empathie des millennials, la femme parfaite, quoi. Mais bon, il y a aussi la génération des baby boomers, celle qui a grandi pendant les 30 glorieuses et qui profite maintenant d'une retraite prise vers 60 ans. Bon, je les aime pas, hein. Les aînés des boomers, eh bien, c'est ce qu'on appelle la génération silencieuse, qui a connu la guerre, construit l'État-providence, etc. Bon, ça, c'est pas une photo de ma super voisine du deuxième, qui est une représentante exemplaire de cette génération, même si, bon, ça pourrait être elle. Chacune de ces générations a des caractéristiques et des combats propres, qui lui sont propres. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vais me contenter d'évoquer la question du genre et de l'orientation sexuelle, et un peu comment les choses ont changé. Alors, on va faire un aperçu historique très rapide et un tout petit peu caricatural, ça c'est possible. Alors, on va commencer par le passé lointain. Les années 80, 90, c'était le bon temps. Il y avait Gabriel Matzneff qui caracolait en tête des ventes de librairies avec ses romans semi-autobiographiques, où il parlait de ses exploits sexuels avec de très, très, très jeunes filles. Et il y avait Michel Sardou qui a créé un bel hymne féministe, intemporel à la gloire des femmes des années 80, où, et je cite, et lors d'un voyage en Absurdie, il imagine, et je cite, changer de sexe et vivre l'étrange drame d'être une femme. Et je cite encore, ces femmes ont réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Et il va même jusqu'à s'imaginer une femme présidente de la France pour, et je cite, faire brander la France. À l'époque, bon, malgré l'évocation si élégante de la cause trans par Michel Sardou, que je viens de citer, il n'y avait que deux orientations sexuelles. Il y avait les normaux, les gens bien, et les déviants. Et bien entendu, quand on était jeune et ado, on faisait tout pour ne pas être un déviant. On voulait être normal. En effet, la pire insulte qu'on pouvait entendre au collège et au lycée était lesbienne ou aussi PD. Alors bon. Puis, il y a eu les années 90. Le sida est passé par là. Moi, je commençais la fac. J'ai appris des tas de trucs. Comme par exemple que Rimbaud et Verlaine avaient eu une histoire ensemble. Je suis d'ailleurs tombée des nues. Parce que je vous garantis, moi j'ai passé toutes mes années lycée à feuilleter mon Lagarde des Michards en cours de maths. Et ce détail, qui n'en est pas un d'ailleurs, n'a pas été mentionné dans ce livre. On dansait sur Girls and Boys de Blur. On a vu, on a aimé Boys Don't Cry, Priscilla, Reine du désert, Piras Folk, The L Word, etc. On était ouverts, curieux. On avait tous au moins un ami gay. C'était génial, n'est-ce pas? Même dans ma toute petite ville universitaire des Highlands, on avait une soirée gay tous les vendredis soirs. À la gare routière. Ça fait rêver, hein. Malgré notre grande ouverture d'esprit, les choses restaient très simples. Il y avait un signe, LGBT. Lesbiennes, les femmes qui aiment les femmes, gays, les hommes qui aiment les hommes, les bisexuels, les hommes et femmes attirés par les deux genres indifféremment, et transsexuels, hommes ou femmes qui souhaitent changer de genre ou qui a changé de genre.
On gérait, hein, c'était simple. On était ouvert, la vie était belle. Petit à petit, les personnages LGBT ont eu des rôles plus importants dans la culture populaire. D'abord dans des rôles secondaires ou dans le cadre d'expérimentations sexuelles dans des séries, des rôles de plus importants. Il y a même eu un grand film français, je veux dire, Gazon Mondi, bien entendu. Ne perdez pas votre temps à aller le voir. Je plaisante. Mais au moins, ce film à grand succès qui parle d'un amour entre deux femmes a le mérite d'exister. Bref, ça avançait. Et ça avançait bien. Après le Pax, les homos ont eu droit à un vrai mariage en 2013. Plus personne n'est surpris de nos jours de voir un couple de femmes ou d'hommes qui s'embrassent à l'écran. Le couple homo, meilleur ami de l'homme. L'héroïne en train de pouponner est devenue un lieu commun. On avance et on avance bien. Mais les jeunes ont été mis sur terre pour nous casser les pieds. On le sait. Ils ont décidé de rajouter quelques lettres à l'acronyme LGBT que j'ai évoqué précédemment. Au départ, ce fut juste un petit Q. Q pour queer. On est queer quand on ne se sent pas hétéro et ou qu'on ne se reconnaît pas dans un seul et unique genre. Et qu'on ne souhaite pas d'étiquette. Bon, passe encore, pourquoi pas. Alors, pour nous emmerder, les gamins, ils ont rajouté d'autres lettres. Un I, un A et un plus. A, c'est pour asexuel. Les personnes qui ne ressentent pas le besoin d'engager dans des relations sexuelles. Très bien. Le I, c'est pour intersexe. Les individus qui sont nés avec des organes sexuels des deux genres. Les hermaphrodites, on disait dans le temps, qui sont évoqués dans des œuvres comme Orlando de Virginia Woolf ou Middlesex de Jenny Dess. Moi, je trouve que c'est une belle avancée. Mais il y a le petit plus. Le plus, il aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais nous étions trop occupés à dormir sur nos lauriers. Donc, le plus. En fait, l'acronyme complet, c'est LGBTQQIAAAP. Ce qui veut dire lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, donc personne née avec la caractéristique sexuelle d'un homme ou d'une femme qui a effectué une transition sexuelle. Transsexuel, personne qui est née homme ou femme et qui n'a pas encore effectué de transition. Il y a queer, questioning, personne se posant des questions sur son orientation sexuelle, orientation de genre, intersexe, asexuel, aromantique, personne ne ressentant pas d'attachement romantique, allié, personne hétéro, car ça existe encore, allié de la cause, pansexuel, ce sont les personnes attirées par les autres, indifféremment du genre et de l'orientation sexuelle. La différence avec les bisexuels, qui c'est que, dit ma fille, ils peuvent être attirés par les trans et les non-binaires, parce qu'avant, apparemment, c'était interdit, je suppose, j'en sais rien. Et n'oublions pas, c'est d'ailleurs une orientation qui est revendiquée par les trois autres générations, le S pour sapiosexuel, les personnes attirées par l'intelligence, et uniquement l'intelligence. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le cas pour la femme de Houellebecq. Non, si elle a lu ses livres, c'est vraiment pas le cas. Des goûts et des couleurs, hein. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il faut pas juger. Il y a la question également de la non-binarité. Alors, les non-binaires ont un drapeau, même plusieurs, mais ils n'ont pas de lettres. Bon, c'est sur le spectre trans. La non-binarité, c'est tout simplement le fait de ne pas se reconnaître comme strictement femme ou homme. Les non-binaires peuvent se sentir ni homme ni femme ou se sentir sur le spectre de la masculinité ou de la féminité. Bon, c'est très compliqué, hein. La génération Z, en plus de s'être accaparée les 3/4 de l'alphabet, est aussi la génération la plus queer de tous les temps. D'après un sondage récent, entre 7 et 9% de la population, toute génération confondue, estime ne pas appartenir à la catégorie hétérosexuelle. 5% de la population estime être bisexuelle. 3% des hommes s'affirment homosexuels et 1% des femmes disent être lesbiennes. C'est peu. La génération Z, elle est bien plus arc-en-ciel. 14% sont bi ou pansexuels, contre 2% des boomers. 5% sont asexuels. 2% des hommes sont gays et 3% des femmes se disent lesbiennes.
Je ne vais pas rentrer dans l'autonomie financière qu'ont obtenue les femmes depuis mai 68 en France, mais ça te rentre peut-être en ligne de compte pour ces chiffres. Bon, qui sait? Globalement, globalement, donc 53% seulement des jeunes affirment n'être attirés que par des personnes du sexe opposé. 40% d'entre eux admettent être sur le spectre queer. Tout ça est normal. Si vous avez écouté mon discours, vous avez bien compris qu'au fil du temps, la société s'est ouverte, les placards aussi. Les jeunes n'ont plus peur d'annoncer leurs véritables préférences sexuelles à leurs parents, à leurs amis. Le monde actuel est plus compliqué, mais pour moi, il avance dans le bon sens. Mais il y a un problème chez les jeunes, leur attitude. Ils se permettent de canceller, comme on dit dans la France de Macron, les grands auteurs féministes, sous prétexte que leur posture ne leur convienne pas. La génération Z, celle qui rejette J.K. Rowling, elle a appris à lire avec Harry Potter. Mon ado, elle se déguisait en Hermione, elle me comparait au professeur McGonagall quand elle était petite. Maintenant, elle la rejette. Moi, je trouve que c'est scandaleux. C'est un peu comme si on avait jeté tous nos vieux Martine et nos fantomettes, sous prétexte qu'on voit la petite culotte de Martine et que les deux amis de fantomette soient nommée ficelle pour celle qui est mince et la ronde boulotte. C'est comme si on trouvait ça pas très politiquement correct. Bon. En fait, j'ai rien dit parce que, en effet, ces livres, on les a pas lus à nos enfants. Mais on les a fait disparaître discrètement, sans faire tout un fracas. Les jeunes aujourd'hui sont tellement revendicatifs. Dans ma ville, par exemple, ils ont quand même été en groupe voir les profs de SVT de leur collège pour demander et même exiger des cours sur la question du genre et de la sexualité. C'est un sacré contraste par rapport à nos cours d'éducation sexuelle des années 90, où notre enseignante a dû subir nos gloussements gênés et niais pendant toute l'heure d'éducation sexuelle, tout le film qu'elle nous a passé sur la reproduction humaine. Moi, je suis une maman ouverte. Ma fille, elle n'a pas peur de s'exprimer librement devant moi. Il y a quelques mois, lors d'un dîner en ville, elle nous annonçait qu'elle était demi-girl. Alors, ça veut dire quoi, demi-girl? Ben, si on fait une recherche, on apprend que demi-girl, c'est un genre non binaire, dans lequel on est partiellement, mais pas entièrement, une femme ou une fille. Alors, bon, comme ça, à chaud, on lui a demandé ce qu'elle voulait dire, parce qu'on savait vraiment. Elle nous a juste répondu qu'elle se sentait, parfois, elle se sentait pas fille. Alors moi, je suis une bonne maman, je lui ai répondu que c'était normal à son âge de pas vouloir être une fille, que c'est de la faute du patriarcat, qu'il faut tout simplement le défoncer, ce patriarcat, logique quoi. Et je lui ai ajouté que je l'emmènerais défiler le 8 mars, que ça nous ferait une belle sortie, mère-fille. Et elle a pris un air un peu affligé pour me dire, bah non maman, t'as pas compris. Et elle avait compris. J'avais pas compris, parce que je suis trop vieille sans doute. Sa génération, elle s'intéresse plus aux mêmes choses que nous. Elles ont l'impression que les grandes causes féministes, bon, l'IVG, l'égalité salariale, l'égalité sociale, la lutte contre les violences patriarcales, etc., ne sont plus d'actualité. Elle a décidé de mener de nouveaux combats. Tout ce que je puis faire, en fait, c'est écouter, essayer d'avancer avec eux, essayer d'avancer avec elles, dialoguer, sans juger. Les jeunes, ils ont toujours fait la révolution. Depuis des générations, ils détruisent les idoles de leurs parents, de leurs aïeux. Ce n'est que grâce à la discussion qu'on peut les aider à avancer et avancer ensemble, sans que nos idoles ne soient trop malmenées. Alors, bon, je dis que ma fille, voilà, je la comprends pas, mais j'ai pas trop foiré son éducation. Par exemple, l'autre jour, elle est rentrée du lycée, scandalisée, et elle a lancé maman, pas Momo, en fait, qu'ils viennent de voter la gratuité de la contraception pour les 16-25 ans, mais toujours pas la gratuité des protections périodiques. Tu te rends compte? J'étais tellement heureuse, j'avais un tel sourire, j'avais vraiment la banane, que j'en ai oublié de lui signaler que ce n'était que la contraception masculine et que les protections périodiques, en plus de ne pas être gratuites, sont taxées comme des produits de luxe. Mais bon, voilà, on avance. Alors, j'aimerais bien pouvoir m'arrêter là, sur une note positive. Mais je suis pas dupe. Je sais que j'habite dans un petit microcosme, parisien, bobo, gaucho,
Mon cercle social est éduqué, cultivé, ouvert. J'habite dans une banlieue sympa où plus d'un quart de la population est cadre ou profession intellectuelle supérieure. Je suis pas représentative de la population française du tout. Il suffit de voir les chiffres. En France, en 2021, les violences anti-LGBT+, ont augmenté de 12% par rapport à 2020. Bon, 2020, on était confinés, donc c'est normal. Elles ont augmenté de 28% par rapport à 2019. En 5 ans, sur une période allant de 2016 à 2021, le nombre d'actes anti-LGBT a plus que doublé, avec une augmentation de 104%. 2021, 2170 crimes et délits contre des personnes LGBT+, ont été enregistrés par la police et la gendarmerie. On peut y ajouter 1620 contraventions dressées pour injures ou violences homophobes, dont 3790 atteintes commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. De plus, il y a un sondage qui montre que seule une personne sur 5 te plainte. Et quand il ne s'agit que d'insultes, le taux chute à 5%. Il y a des endroits où il n'est toujours pas bon d'être homo. La campagne, où habite un tiers des Français, est le lieu où 53% des agressions homophobes ont lieu. La famille non plus, c'est pas un très bon endroit pour être homo. Plus de 15% des violences anti-LGBT+, ont lieu dans les familles. Les insultes des parents et fratries, les exclusions et le harcèlement des jeunes LGBT. L'école n'est pas un endroit sûr non plus. En janvier, la France tout entière a été choquée par le cas du petit Lucas. Lucas était un collégien. Il habitait à Épinal et il était ouvertement homosexuel. Il s'est donné la mort le 7 janvier, à la suite du harcèlement récurrent qu'il subissait à l'école de la part de ses camarades et le soir sur son portable. Alors, la France tout entière est choquée, mais visiblement, l'équipe éducative n'était pas assez choquée pour mettre un terme au harcèlement. Mais ça, c'est une autre question. Ce petit n'est plus là. Épinal, c'est une petite ville des Vosges, une zone rurale, plutôt sinistrée économiquement. Ce n'est pas une ville réputée pour sa grande ouverture ou pour sa grande culture. En fait, c'est pas si différent d'où j'ai grandi. C'est une de ces zones où il n'y a que 2 orientations sexuelles qui sont possibles. Normale et déviant. En fait, je me demande si dans le fond, c'est pas tant une question de quand, mais plutôt une question de où. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, à bientôt.